Bien, bonjour à vous tous et vous toutes. On était en train de se dire, un colloque qui commence à l'heure, c'est extraordinaire. Donc nous allons démarrer sans plus tarder. Et je passe la parole pour démarrer la journée à Olivier Putois, le directeur du laboratoire Sulissom. Alors bonjour et merci d'être là. Au nom du Sulissom, le laboratoire que je dirige, il y a la directrice adjointe Anne Thévenot qui est là. Je voulais saluer l'ensemble des partenaires qui sont nombreux, des participants qui sont à distance et présents, des intervenants et des spectateurs de cette belle journée. Je voulais juste, pas vous assommer dès le matin, mais juste indiquer très brièvement en quoi la participation de notre laboratoire à cette journée s'inscrit dans le paradigme psychanalytique qui est le nôtre. Donc quelques mots à ce sujet. Bien sûr, c'est pas possible de démêler ici les chevaux des débats actuels, surtout qu'il y a beaucoup d'approximations. Mais je rappellerai simplement en quoi, voici plus d'un siècle maintenant, Freud a fait valoir que l'interrogation identitaire, qui est caractéristique du questionnement adolescent, cette interrogation identitaire, en fait, s'actualise très largement dans la question de la préférence sexuelle. Si elle s'actualise dans cette question de la préférence sexuelle, c'est parce que d'un point de vue analytique, il y a quelque chose qui est quasiment axiomatique pour nous, ça veut dire que c'est un point de départ. Ce point de départ, c'est ce que Freud appelle la bisexualité psychique constitutionnelle de chaque individu. Ce que ça veut dire, c'est que cette bisexualité psychique, c'est la condition originaire de l'humain, en fait. Et que c'est à partir de là que le choix d'objet, comme nous on dit dans notre jargon, qui on préfère, en fait, c'est à partir de là que se construit le choix d'objet, à partir de cette bisexualité psychique, dont on fait l'expérience tous les jours dans la clinique. Un auteur important pour nous, qui s'appelle Christian David, a souligné qu'en fait, c'est pas possible de comprendre les conduites et les pensées qui sont liées à l'identité sexuelle et au choix d'objet si on ne les considère pas comme des élaborations à partir de cette bisexualité psychique. Ou parfois comme des défenses contre elle. Non, moi je sais très exactement ce que je suis et ce que je veux, etc. C'est aussi une manière un petit peu de se protéger, en fait, contre cette bisexualité psychique. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est qu'en fait, ces conduites et ces pensées, c'est des manières de se positionner en même temps, bisexualité, en même temps, c'est très à la mode en ce moment, par rapport au masculin et au féminin. Pour reformuler ce que je viens de dire, chaque choix d'objet, chaque préférence, ce qu'on préfère, ça satisfait et ça contrarie en même temps un pôle masculin et un pôle féminin, d'un point de vue psychanalytique. On voit à quel point ça complexifie en fait les caricatures fréquentes qui sont faites. Cette notion de bisexualité psychique, elle est cardinale, au sens littéral, c'est-à-dire que pour nous c'est une boussole, parce que ça permet de comprendre qu'en fait, d'un point de vue analytique, l'élaboration de l'identité sexuelle, c'est un processus sans fin. Ça ne veut pas dire que ça change tout le temps, c'est-à-dire que chacune se trouve en nécessité de l'élaborer en permanence. Sans fin, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est une construction sans fin. Dans un équilibrage spécifique à chacune, entre un pôle masculin et un pôle féminin. Ça, c'est vraiment très important. Et cette notion de bisexualité psychique, elle a une fertilité qui s'atteste en fait dans la clinique de l'adolescence, tout particulièrement. C'est pour ça que le thème de cette journée est extrêmement pertinent de notre point de vue, puisque l'adolescence, c'est le moment où le sujet rencontre l'énigme qui est posée par la différence des sexes, et se trouve enjoint à se positionner par rapport à cette énigme. Puisqu'au fond, dans l'adolescence, où se structure le sujet, en fait, c'est d'ailleurs un peu le point de départ de cette journée, c'est que l'interrogation sur qui on est et qui on aime, non seulement c'est pas pathologique, mais en fait, on pourrait définir l'adolescence comme ça, comme le moment où cette question de qui on est et qui on aime, l'une allant avec l'autre, je viens de le rappeler, se pose cette question double, se pose au sujet avec toute son acuité. C'est pour ça qu'en fait, le point le plus important dans le titre de cette journée, de notre point de vue, c'est les points d'interrogation. C'est-à-dire la valence interrogative est centrale. Parce que finalement, l'adolescent, c'est celle qui incarne cette double question de manière vive
comme dit le flyer de la journée, il nous invite, les adolescents, à nous questionner avec eux. C'est une excellente formule, puisque il faut bien comprendre que ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le questionnement qui est incarné par les adolescents, il est adressé. Hein, c'est une question, donc elle est aussi toujours adressée aux dits adultes, à ceux qui sont dits adultes, et qui sont aujourd'hui, peut-être plus que naguère, explicitement interpellés plus fréquemment par les adolescents, dans leur propre, les dits adultes, dans leur propre négociation de leur bisexualité psychique. Ils sont questionnés par ça. C'est pour ça que l'erreur, c'est de croire que l'attente adolescente exigerait une réponse immédiate. Et face à une question de cette importance, en réalité, l'adolescent, il attend surtout de voir si et comment l'adulte, ou le réputé adulte, va supporter que lui, adolescent, se pose cette question. Est-ce que l'adulte va être angoissé, ou bien est-ce qu'il va banaliser parce que justement il a peur d'être angoissé, par exemple ? Aujourd'hui, l'anathème et l'insulte sont fréquents autour de ces questions. Qui suis-je, qui j'aime ? Et par peur de ça, on peut avoir tendance à passer par l'acte, ou par une réponse qui court-circuite l'élaboration. C'est pour ça qu'il faut, pour l'adulte et pour l'adolescent, ne pas répondre trop vite à ces points d'interrogation, et d'un point de vue analytique, l'enjeu principal, c'est de réinscrire un lieu et un temps de ce qu'on appelle la latence, c'est le temps de l'élaboration, le temps de différer, un petit peu, pour que chacun ait le temps d'élaborer un peu sa propre bisexualité. Et c'est à condition d'inscrire un temps de latence que cette interrogation adolescente, qui est brûlante aujourd'hui, on le sait bien, qu'elle pourra être reçue comme ce qu'elle a en fait toujours été, à savoir un questionnement fertile et une source de renouvellement du lien social et familial. Et c'est ce qu'a commencé à montrer notamment l'ouvrage dirigé par Jonathan et Thierry. Ça paraît un point important. Voilà, je voulais juste introduire de cette façon, au nom du Sulissom, donc notre laboratoire, je vous souhaite une très belle journée de travaux. Merci. Merci. Cette journée, vous l'avez vu sur le programme, est en partenariat avec 4 partenaires. Donc je cède la parole pour la Maison des Ados à sa directrice, Delphine Rideau. Merci beaucoup et bienvenue à toutes et à tous. J'excuse en préambule monsieur le docteur Alexandre Fels, qui est président du groupement d'intérêt public de la Maison des Ados, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Je vais essayer de compléter en quelques mots et moins bien dit que ce qu'a évoqué monsieur Putois. D'où on part à la Maison des Ados pour co-organiser cette journée d'aujourd'hui. Puisqu'à la Maison des Ados, depuis plus de 10 ans, nous accueillons des ados de 12 à 25 ans pour tout type de difficultés dites banales. Je le mets avec 4 paires de guillemets, de l'adolescence ou pour des souffrances plus graves. Et nous avons pour habitude de leur dire à eux et à elles, ainsi qu'à leurs parents et aux professionnels qui les accompagnent, dont beaucoup sont dans la salle ou dans les salles, puisqu'il y a aussi la salle à distance, qu'ils peuvent venir parler avec nous de tous les sujets qui les préoccupent. Et forcément, dès le début, ils et elles sont venus nous parler de leur vie affective, amoureuse et sexuelle. Mais contrairement à ce que certains auraient pensé au moment de la genèse de cette maison des ados et d'autres maisons des ados, il ne s'agissait pas du tout exclusivement de questions liées à des contraceptions, à des grossesses et autres IST. Il s'agissait pour eux et elles d'être à soi-même et aux autres dans une société qui se mêle et tente de régir depuis la nuit des temps la façon dont chacun et chacune devrait être à soi-même et aux autres. Selon qu'il ou elle est une fille ou un garçon, selon son âge, sa culture, sa religion, son origine sociale, etc., etc., etc. Toutes sortes d'us et coutumes plus ou moins bienveillants, plus ou moins violents même,
qui auraient de plus en plus tendance à se durcir et à se cliver. Nous l'observons tous les jours, notamment par rapport aux filles, mais aussi par rapport à différentes minorités, particulièrement homosexuelles. Et nous, là-dedans, nous étions et nous sommes des professionnels. Vous êtes, pour beaucoup, des professionnels, des parents issus, pour nous, à la fois du social et du psy, du collectif et de l'intime, des hommes et des femmes aussi quand même, difficile d'en faire abstraction, et puis des jeunes et des moins jeunes, athées ou croyants, hétéros ou gays, et que sais-je encore. Biberonnés cependant à la neutralité, la distance, accoutumés à ne pas parler de nous, même entre nous, à nous effacer devant nos professionnalismes, même, encore une fois, entre nous. Il nous a donc fallu cheminer les pas dans les pas. Quand des jeunes filles ne voulaient parler qu'à des femmes, quand un ou une jeune demandait « Et vous ? Et vous, vous êtes ci ? Vous êtes ça ? Vous faites ci ? Vous faites ça ? Vous avez déjà fait ça ou ci ?» Alors quand nous avons vu arriver des jeunes filles qui nous parlaient de devenir des garçons, et inversement, nous avons d'abord été un peu surpris, mais nous avons fait le choix de nous laisser questionner, de les accueillir comme nous l'aurions fait d'habitude, de travailler à partir d'elles et à partir d'eux, et surtout de leurs paroles, et de croiser ce qu'ils et elles nous faisaient partager avec ce qui émergeait en matière de connaissances universitaires et sociologiques et de pratiques professionnelles ici en France, mais aussi ailleurs. Sur une proposition de Thierry, ici présent, qui est membre de notre conseil scientifique et éthique depuis son lancement, conseil aujourd'hui présidé par Claire Mess, que j'ai vu rapidement arriver et qui donc est avec nous aussi aujourd'hui. Nous avons co-construit effectivement cette journée que vous allez suivre avec nous aujourd'hui pour qu'elle vous permette de réfléchir et de questionner avec nous. Nos ados ne vont pas bien. Tous les rapports en témoignent. Il nous appartient collectivement, plus que jamais, d'être adultes pour elles et pour eux, et tout à la fois d'écouter et d'accompagner celles et ceux qui se démarquent des plus grands nombres, tout en étant conscients des débats idéologiques qui les menacent. Je vous souhaite une bonne journée. Je dois à mon tour excuser Jérôme Beauchez, le directeur du LYNX, donc le laboratoire des sciences sociales. C'est mon laboratoire d'attache. Je pense que j'aurai dans l'intervention que je ferai après la pause l'occasion de vous montrer comment le laboratoire interdisciplinaire en études culturelles réfléchit les questions d'aujourd'hui. Et puis je vous souhaite également la bienvenue au nom du quatrième partenaire de cette journée, l'association Social Avenir, qui est une association récente de travailleurs sociaux préoccupés par la situation du travail social aujourd'hui. Il y a beaucoup de travailleurs sociaux dans la salle puisqu'ils sont en première ligne dans l'accueil des adolescents en questionnement. La revue Esprit, récemment, faisait un dernier numéro, « Il était une fois le travail social », qui dit un peu l'état de désespérance et de désarroi des gens du terrain confrontés au manque d'attractivité des métiers, au manque patent de professionnels pour s'occuper des tout-petits, des plus âgés, des personnes en difficulté sociale, familiale, les migrants et autres. Il y a plusieurs personnes, plusieurs membres de Social Avenir dans la salle. Ils seront au stand librairie pendant la pause. Ils pourront répondre à vos questions et vous parler de cette association qui a aujourd'hui le mérite d'exister sur le territoire. Occasion également de vous dire que nous sommes en partenariat pour cette journée avec la librairie Quai des Brumes, donc qui a réalisé un très joli échantillonnage des travaux de toutes les disciplines sur la question. Voilà, donc vous aurez l'occasion de découvrir leurs propositions d'ouvrage à la pause.
Voilà, et donc je vous souhaite, moi également, une belle journée. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à notre première intervenante de la matinée, que nous avons eu le plaisir d'accueillir dès hier soir au pied de la cathédrale, Béatrice Denesse, qui a été journaliste pendant toute sa carrière et qui est aussi aujourd'hui la coprésidente de l'association Transsanté, des professionnels de santé et différents autres professionnels qui accompagnent les personnes en questionnement. Je te donne la parole, Béatrice. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je suis Béatrice Denesse. Bon, j'ai un peu changé par rapport à ma naissance, mais je vais vous raconter tout ça. En 2 mots déjà pour me présenter, je suis journaliste, retraité, mais j'aime pas trop dire ça, vu que je travaille vraiment beaucoup. Mais justement, je suis encore enseignante et conseillère pédagogique à Sciences Po Paris. Et puis sinon j'ai fait toute ma carrière à Radio France comme rédactrice en chef, secrétaire générale de France Info, médiatrice des 7 antennes de Radio France. Et puis aussi, on va faire un peu de pub, j'ai écrit un livre donc que vous trouverez qui s'appelle « Ce corps n'était pas le mien », qui raconte en fait mon histoire tout simplement. Alors ce qu'il m'a été demandé, c'est un peu de raconter ma vie. Pas mon œuvre, mais ma vie. Donc mon expérience, ce que j'ai pu ressentir, mais aussi, à chaque fois, j'essaierai de faire aussi des parallèles avec ce qui existe actuellement. Et Dieu sait que, actuellement, et notamment en tant que journaliste, j'avoue que je le vis assez mal quand je vois le nombre de médias qui, en fait, sombrent aux sirènes de la petite sirène, sans faire de mauvais jeu de mots. Je ne sais pas si vous connaissez l'Observatoire de la petite sirène, notamment, on en parlera tout à l'heure. Donc en fait, j'allais dire pas mal d'associations, de groupes qui sont anti-trans, et notamment anti-enfants trans, ce qui est particulièrement horrible, et qui s'appuie sur beaucoup de mensonges, donc on l'évoquera. Et puis j'évoquerai aussi un peu les actions de Transsanté France. Alors je ne suis pas là pour faire de la pub, mais simplement on essaie de faire avancer les choses. Alors nous, on n'est pas une association de terrain, il y en a beaucoup qui savent bien faire ça. Nous, on essaie de faire avancer les choses plutôt du côté institutionnel et du côté des institutions, que ce soit la Caisse nationale d'assurance maladie, que ce soit la HAS ou autre. Donc voilà. Alors on va commencer. Alors j'essaie de trouver le bon bouton, ce sera plutôt celui-là. Alors voilà, on va commencer par un faire-part. Donc on va commencer par quelque chose de le vrai bonheur en fait. C'est un petit clin d'œil en fait. C'est ce que j'ai envoyé il y a 4 ans. Donc je ne suis pas encore une ado en fait, mais j'en ai reproché parce que là ça va un petit peu plus vite. Donc c'était mon faire-part de naissance en fait, le 13 février 2019. C'est ce que j'avais envoyé à tous mes amis, à tous mes ex-confrères, consoeurs, etc. etc. Et la photo c'est vraiment moi. Pas ce jour-là, mais j'aime beaucoup cette photo parce qu'en effet, je trouve que je ressemble vraiment à une fille. Donc c'était important pour moi, et notamment cette date, en fait, je célèbre tous les ans maintenant. Donc cette année, c'était mon 4e anniversaire. Et notamment, c'était la date en fait de ma vaginoplastie qui a fait, alors je m'empresse de le dire tout de suite, on est très peu nombreux ou nombreuses à passer entre les mains de chirurgiens. Pour moi, c'était impératif, c'était vraiment... de toute façon, j'en pouvais plus, c'était ça où je me suicidais. Mais donc, c'était vraiment, pour moi, la façon d'être enfin moi-même. Et puis là, pour le coup, je ne sais pas si vous m'entendez bien d'ailleurs, oui, ça va ? Ouais. Pour le coup, c'était le fait de mettre enfin en accord mon corps et mon esprit. Donc, pour moi, c'était vraiment le bonheur parfait. Si j'appuie là, ça ne marche pas, donc on va faire ça. Alors, donc, pour parler un petit peu de ce que j'ai vécu, j'ai un peu changé, mais en fait, moi je me suis rendu compte en fait vers 4-5 ans, donc c'était dans les années 60, qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas en moi, sauf qu'évidemment j'étais incapable de le dire, si ce n'est que intérieurement je me sentais vraiment fille. Et que j'avais la chance d'être dans une école mixte, ce qui était plutôt rare, en plus une école publique mixte, qui était très rare dans les années 60. Et en fait, moi j'étais tout le temps avec mes copines. Donc ce qui fait que j'ai vraiment vécu, alors à l'époque on n'en parlait pas non plus, du harcèlement, parce qu'évidemment mes chers camarades se moquaient de moi parce que je ne jouais pas avec eux, je n'aimais pas les jeux de garçons.
Donc j'étais heureux avec les filles. Et sauf que ça se passait pas très bien. Et comme ça se passait pas très bien, et n'ayant pas de réponse à ce que je vivais, donc ça c'est vraiment, j'allais dire, l'ancienne période transidentitaire, où en effet on n'avait pas de réponse et où on n'osait pas en parler, parce qu'à l'époque les enfants, on ne les écoutait pas. Ça c'est intéressant de voir ça par rapport à l'époque actuelle. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai plongé dans une hyper-timidité, j'ai plongé dans une hypersensibilité, et puis je me suis vraiment coupé du monde en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je n'osais plus parler à qui que ce soit. Donc déjà à l'école, c'était très compliqué de me faire parler avec mon instit, mes instits. Et puis, même au sein de la famille, alors je m'en suis rendu compte après, j'étais plutôt mal vu du fait que hormis mes parents et mes grands-parents qui habitaient juste la maison d'à côté, en fait, je n'osais plus parler à qui que ce soit parce que j'étais tellement mal dans ma peau que j'étais vraiment complètement bloqué. Et ça durait ça durait vraiment beaucoup de temps. Alors, comme je ne savais pas comment l'expliquer, une petite anecdote pour sourire, vers l'âge de, je dois avoir à peu près 10 ans, un jour avec ma petite sœur, en fait, on a piqué les bas de ma maman et on s'est amusé à les mettre. Et j'avoue que pour moi, c'était un instant de bonheur extraordinaire. Notre maman, ça l'a fait sourire. Et quand on s'est présenté devant notre père, là, ça a été une explosion de colère. En disant, t'es un garçon, t'as pas à mettre ça, change-toi immédiatement. Bon, voilà. Et c'est là que je me suis dit, mon message ne passe pas. Donc, ils comprennent pas ce que je ressens intérieurement. Mais encore une fois, à cette époque-là, on n'en parlait pas. Et donc, c'est pour ça que je voudrais faire un parallèle avec l'époque actuelle, où là, heureusement, en ce moment, depuis quelques années, on en parle. Mais simplement, on a commencé à en parler. Et sur ce a surgi des associations qu'on qualifiera de très réac, pour pas dire plus, parce qu'elles sont quand même souvent assez proches quand même aussi de la fachosphère. Donc là, en l'occurrence, c'est l'Observatoire de la Petite Sirène, alors présidé par Caroline Eliacheff et Céline Masson, qui sont toutes les deux psychanalystes, je crois bien. Pas bien, hein. Mais tout le monde n'est pas pareil, il y a des bons et des moins bons, comme chez les journalistes d'ailleurs. Donc voilà, mais qui sont en train de faire, moi je trouve, c'est catastrophique ce qu'elles font. Donc on trouve l'Observatoire de la Petite Sirène, on trouve Hippomonie, un petit peu moins connu, mais les thèses sont à peu près les mêmes, qui là regroupe, j'allais dire pour simplifier, l'Observatoire de la Petite Sirène, c'est principalement, je pense, des gens qui ne connaissent pas grand-chose aux transidentités, encore moins aux enfants trans, mais qui en parlent beaucoup. Hippomonie sont des parents d'enfants trans, mais qui n'acceptent pas les transidentités. Et puis il y a SOS Éducation, alors là c'est dans le genre réac, on peut difficilement faire mieux, qui dit vouloir protéger les enfants. Donc, et le problème, bonjour Blanche, et le problème, c'est qu'en effet, ils arrivent à publier, et là c'était la première tribune qui est parue dans l'Express il y a un peu plus de 2 ans, et avec, j'allais dire, cette phrase qui revient régulièrement, et qui a un gros succès, mais qui est vraiment, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, complètement fausse, en disant c'est au prix d'un traitement médical à vie, voire chirurgical, ablation des seins ou des testicules sur des corps d'enfants adolescents. Donc, pour eux, c'est vraiment une stratégie de peur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment faire peur à la population et arriver au fait que on se dit... En plus, on trouve un angle d'attaque qui marque les gens, c'est-à-dire en fait les enfants. Et c'est vrai que c'est horrible ce qu'on fait aux enfants. On leur fait subir des interventions chirurgicales. Ils vont devenir en effet ce qu'ils n'étaient pas à la naissance. Sauf ce qu'ils étaient intérieurement. Et ça marche plutôt pas mal. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème actuellement. Alors, bon, je vais vous le dire, mais je pense que vous le savez. Donc, il n'y a ni traitement hormonal, ni chirurgical pour les enfants trans. Simplement, il y a un accompagnement, et c'est en ça notamment que psychologues, pédopsies peuvent être hyper importants dans la démarche et l'accompagnement. Parce que là aussi, par rapport aux parents, c'est pas forcément évident
quand un enfant vous annonce, quand il est né, petit garçon, que c'est une petite fille. Il y a quand même heureusement beaucoup de parents qui sont très accompagnants. Mais c'est bien aussi de se faire aider par des professionnels qui ne sont pas là, contrairement à ce qu'on peut entendre aussi, pour faire en sorte vraiment que l'enfant soit trans. Et non, il y aura des interrogations, il y aura un accompagnement. Mais ce qui est chouette, c'est quand, en effet, un petit garçon qui se ressent fille ou une petite fille qui se ressent garçon, c'est de les accompagner, contrairement en effet à ce que moi j'ai vécu. Et ce que je dis à chaque fois, c'est qu'en fait, si un enfant, un jeune enfant, un petit enfant a la chance de pouvoir vivre son enfance sereinement, sans tout ce que nous, notre génération, c'est-à-dire en fait les plus de 40 ans, bon moi je suis largement au-dessus, hein, mais les plus de 40 ans ont pu vivre, moi je trouve ça génial. Et c'est quand même chouette de pouvoir vivre son enfance telle qu'on la ressent. Et pour moi, ça ne dérange strictement personne. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, il peut y avoir des bloqueurs ou des retardateurs de puberté, mais en général, c'est pas avant 11, 12, 13 ans, que d'abord c'est réversible, si évidemment ça n'est pas prolongé pendant des années, et qu'il peut y avoir en effet intervention chirurgicale, en général à partir de 16 ans, si véritablement pour l'ado, c'est devenu insupportable, par exemple, d'avoir des seins, ou insupportable de ne pas en avoir. Donc voilà, mais tout ça se fait, contrairement aussi à ce qui est dit, ça ne se fait pas à partir de la première rencontre avec un médecin, il y a tout un cheminement. Donc arrêtons de dire ce genre de bêtises. Tout comme, là aussi, dans les contre-vérités, c'était l'histoire de l'épidémie. Donc là aussi, c'est étonnant parce que des gens qui, a priori, semblaient plutôt ouverts, comme par exemple en effet l'historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco, de pouvoir partir sur ces pistes quasiment anti-trans, en estimant qu'il y a une espèce d'épidémie. Et on vit vraiment d'ailleurs, c'est intéressant, mais c'est dommage que l'histoire se répète en fait, c'est vraiment dommage d'ailleurs. En fait, on vit exactement, nous les personnes trans ou les enfants trans, exactement ce que l'homosexualité a pu vivre et représenter dans les années 70, quand l'homosexualité a surgi dans la société, alors que, comme la transidentité, ça existe depuis, la mythologie grecque, mais simplement elle a surgi dans la société, et aussitôt ça a été un déferlement, dans un premier temps, de haine, de contre-vérité. Là aussi, tous les enfants ou tous les jeunes allaient devenir homo. On voit le résultat, ils ne sont pas encore majoritaires, et ils ne le seront jamais. Donc voilà, il y a cet aspect qui est vraiment insupportable, de voir que ça a pu exister. Et évidemment, on retrouve toujours les mêmes. Ça a été en effet les homophobes, c'est exactement les mêmes qui ont été anti-Pax, qui ont été anti-mariage pour tous. Et maintenant, ils ont trouvé un nouvel os à ronger, qui sont en fait les personnes trans. Et voilà. Alors le pire aussi, c'est vraiment un constat moi, que je n'arrive pas à comprendre, c'est les médias. Pour l'instant, il y a quasiment que vraiment le Monde et l'Obs qui résistent le plus, et puis Mediapart évidemment. Mais quand on voit par exemple que Charlie Hebdo, qui était quand même un journal plutôt ouvert et plutôt progressiste, qui est vraiment dans l'option anti-trans et notamment TERF. Donc là par exemple c'était Gérard Biard qui dans un édito était scandalisé qu'en effet cette personne, donc en parlant des transgenres, entende le ressenti d'une femme qui dans un vestiaire se retrouve face à un gugus en transition non opéré qui vient lui coller sa bite sous le nez en lui assénant « Qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas une femme ?» Alors ça c'est vrai que c'est le cas qu'on rencontre certainement dans toutes les salles de sport tous les jours, mais c'est fou de pouvoir... si ça se produit, c'est peut-être déjà produit, ça me fait penser aussi à Dora Muto, je ne sais pas si vous l'avez suivi dans l'émission Quelle époque, où il y a eu ce malheureux débat, entre guillemets, entre elle, donc activiste, transphobe, et Mariko, la première femme trans, qui est maire d'une petite commune, avec le fait de mettre en avant le fait que quand on mettait une femme trans en prison avec
dans la catégorie femme, ce qui semble logique, mais qui a toujours son pénis et qu'elle viole. Bon, c'est produit. Alors chaque fois qu'il se produit un cas comme ça, s'il y en a eu 3 ou 4 dans le monde, c'est le maximum, mais on met toujours ça en avant pour montrer que c'est vraiment horrible et qu'il faut cesser de défendre les transidentités. Donc on en arrive... Alors oui, petit point d'ailleurs, si vous avez une question, on n'est pas obligé d'attendre la fin, hein. Donc si vous avez une question, une remarque, une contestation, tout ce que vous voulez, vous n'hésitez pas à intervenir, vous me le dites et je réponds, on discute. Donc vous connaissez tous les TERF à peu près? Oui? Non? Bon, en fait, c'est un acronyme anglais qui signifie... c'est vraiment des féministes, ce qui est quand même assez... et bonjour Justine. C'est vraiment des féministes. J'avoue que j'avais découvert ça, notamment quand j'écrivais mon livre, cette existence des TERF, et ça m'avait vraiment étonné parce que je pense qu'il n'y a pas plus féministe que les personnes trans. Et considérait notamment Marguerite Stern, qui a eu quand même la superbe idée de lancer les fameux collages anti-féminicide, et c'était quand même une très bonne idée. Et imaginer après qu'elle soit transphobe à ce point, j'avoue que ça m'a fait du mal aussi, parce que je me suis dit, là, et c'est vrai qu'il y a une scission maintenant dans le mouvement féministe entre les féministes, j'allais dire, ouvertes, et les féministes qui ne jurent que par la biologie. Et donc avec des phrases complètement ridicules du genre, en effet, les femmes trans ne sont pas de vraies femmes, mais des sujets masculins violents, infiltrant les espaces, on serait des espèces de chevaux de Troie, infiltrant les espaces féminins et s'appropriant le corps des femmes. Et le pire, c'est Marguerite Stern qui dit s'habiller avec des jupes et vous appelez femme quand vous êtes un homme est sexiste. Quand je vois des hommes se grimer, alors ça c'est horrible de nous... Enfin, il n'y a pas plus blessant que ce genre de réflexion. Se grimer en femme, je me sens caricaturé, ridiculisé. Je n'ai pas le choix d'être une femme, c'est comme ça, on me l'a imposé, c'est une réalité biologique. Bon, voilà, j'avoue que ça fait du mal. Et c'est une position, mais qui est quand même très, 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 très violente. Mais il faut les connaître. Donc, et alors, là, c'est pour rétorquer, notamment quand on nous dit qu'on est un phénomène de mode, qu'on est une lubie. Quand on sait quand même que la population trans est quand même la plus touchée par le suicide, est-ce qu'on choisit, c'est exactement en effet comme l'homosexualité, on ne choisit pas d'être trans, est-ce qu'on choisirait d'être dans une situation où il y a quand même une énorme souffrance à tel point qu'on a envie de quitter ce monde quand on a 16 ans, 17 ans? Ça prouve quand même qu'il y a quelque chose de profond, et le fait que l'on soit marginalisé, que l'on soit stigmatisé, discriminé, fait que dans une population qui est encore plus fragile, la population des ados, et ça vous concerne donc aujourd'hui, c'est là qu'on trouve vraiment des horreurs. Notamment, j'avoue que celle qui m'avait énormément marqué, le suicide qui m'avait énormément marqué, c'est celui de... Alors, on a parlé de Fouad, on a parlé de Luna, la jeune fille trans de 17 ans au lycée Fénelon à Lille. Et chaque fois, ça m'émeut parce que je trouve ça horrible. Bon, cette jeune fille avait été rejetée par sa famille, elle vivait dans un foyer d'accueil. Et je ne sais pas si vous aviez suivi son histoire, on en avait beaucoup parlé à l'époque. Je trouve ça horrible, et tout simplement... Pourtant, mon lycée n'était pas particulièrement transphobe. D'un certain côté, ils essayaient de la préserver, notamment en refusant qu'elle vienne en jupe, parce qu'ils craignaient qu'elle soit moquée par ses camarades, ce qui semblait ne pas être le cas, puisqu'il y avait vraiment une vraie acceptation dans ce lycée de qui elle était. Bon, le fait qu'elle était refusée, alors je sais bien qu'un suicide, ça se fonde pas uniquement sur une situation, mais c'est vraiment un enchaînement de situations, et qu'à 17 ans, elle choisisse de quitter ce monde, moi je trouve ça horrible. Donc voilà, et c'est pas la seule. Moi je connais bien une maman, Yolande, dont le fils trans s'est suicidé il y a quelques années, qui a écrit un très joli livre. C'est Maxence. À chaque fois je pense à lui, parce que vraiment j'aurais aimé le rencontrer. Bon, maintenant je connais très bien sa maman, mais là aussi qui s'est suicidé à 17 ans. Et dernier exemple en date, je suis ami avec la maman d'une jeune trans de 17 ans qui vient de faire coup sur coup, en l'espace de 2 mois, 2 tentatives de suicide.
alors qu'elle est dans une famille aimante qui la soutient parfaitement. Pour vous donner un petit exemple, et c'est aussi intéressant par rapport aux ados, l'anecdote, c'est que donc, à la fin de l'année dernière, à la fin de l'année scolaire de l'année dernière, elle s'appelle Lise, il y a, donc, avant de passer les épreuves du bac, il y a la prof principale, je suppose, qui vérifie le listing, donc, et qui fait l'appel, et elle s'est plantée, parce qu'en fait, évidemment, sur le listing Éducation nationale, c'était son ancien prénom, son name, qui apparaissait, et elle a été appelée sous ce prénom-là, ce qui, a priori, posait pas trop de problèmes, parce que toutes ses copines, ses copains étaient au courant, sauf que dans la classe, il y avait un petit groupe, visiblement, c'est-à-dire si ce n'était pas ses copains, ses copines, qui n'étaient pas franchement très, très ouverts, et qui ont découvert à l'occasion, ils ne le savaient pas, ils étaient persuadés que Lise était une fille, et qui ont découvert qu'en fait, Lise était une fille trans. Et ça a été un déchaînement de moqueries, de harcèlement, ce qui a fait qu'elle a refusé, elle n'a plus voulu aller dans ce lycée, donc déscolarisation. Bon, ses parents finalement l'ont inscrite à la rentrée donc, dans des cours à distance du CNED, mais finalement elle tournait en rond dans son appartement. Enfin, elle s'est vraiment refermée de tout, alors que c'est une fille extraordinaire, très artiste, vraiment adorable. Et donc elle a fait 2 tentatives de suicide quasiment coup sur coup. Alors qu'elle est, encore une fois, super heureuse d'être ce qu'elle est, et que ça se passe très très bien, sauf que l'environnement, et d'ailleurs c'est en règle générale toujours à cause de ça, l'environnement et l'acceptation, encore une fois, non pas de sa famille, mais du reste, était insupportable. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment quand même quelque chose de compliqué. Alors bon, quelques chiffres, il y a 10 fois plus de risques de suicide dans la population trans, et ça touche autant les jeunes que les adultes. Un tiers des personnes trans a été confrontées à une tentative de suicide. Là, encore une fois, tout âge confondu. Il y a 4 fois plus de risques de dépression que dans la population générale. Et ce qui est quand même intéressant, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on devrait justement... Enfin, moi j'utilise à chaque fois dans mes articles ou mes conférences. C'est très important, il y a quand même une étude de l'Académie américaine de pédiatrie qui est vraiment reconnue sur le plan mondial, qui a été publiée en octobre dernier. Et donc, étude sérieuse, étude scientifique, et qui montre une diminution de 60% de la dépression et de 73% des tendances suicidaires chez les jeunes trans et non-binaires qui ont reçu des retardateurs de puberté ou des hormones d'affirmation de genre. Ce qui montre que, là encore une fois, si on accompagne, que ce soit psychologiquement ou médicalement, s'il y a une demande, eh bien voilà, ça permet en effet à la personne de se sentir... en tout cas aux jeunes, de se sentir mieux, de se sentir tel qu'il se ressent, et c'est important. Et puis, j'avais découvert ça qui est quand même aussi intéressant, parce que souvent on nous dit, bah ouais, c'est une mode, c'est une lubie, c'est un truc c'est un truc de jeunes, ou c'est un truc de personnes marginalisées. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, ce livre qui est sorti donc, de France de Waal, qui est sorti il y a quelques mois, et qui fait un parallèle avec les animaux, et notamment nos cousins singes. Et en l'occurrence, comme il dit, là c'était un extrait d'interview, que nos cousins primates, en fait, ils peuvent se comporter aussi un peu comme nous sur les questions de genre. Et il prend l'exemple donc de la chimpanzé Donna, qui est née femelle, mais qui, dès son plus jeune âge, s'est comportée comme un jeune mâle, qui se battait avec les mâles adultes, et en grandissant, elle a pris l'apparence en fait des mâles à qui elle s'est beaucoup associée, devenant très masculine dans son comportement et ses préférences sociales. Donc voilà, c'est-à-dire c'est quelque chose qui existe. En plus on sait très bien qu'il y a aussi des espèces animales qui ne sont pas du tout genrées ou qui peuvent passer d'un genre à un autre. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est des réalités dans notre monde qui existent et qu'il faut cesser de considérer ça comme étant en effet marginal ou posant de graves problèmes. Alors on va revenir à moi, parce que j'avance un petit peu. Oui, c'est moi. C'est pour vous faire sourire. Alors en fait, comme beaucoup je pense, mais encore plus évidemment à l'époque que j'ai pu vivre et qu'ont pu vivre la plupart de ceux qui ont plus de 40 ans, et j'en connais quand même beaucoup, moi je m'étais créé des sas de survie, puisque comme je ne pouvais pas en parler, comme je ne savais pas ce que je ressentais, ce qui faisait qu'en fait, quand je pouvais, je piquais des affaires de ma mère,
Alors vous allez me dire, c'est des stéréotypes, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, c'est vraiment des stéréotypes. Mais voilà, c'était une façon pour moi de me ressentir tel que je me ressentais intérieurement, même si c'était en effet une exposition près de personne, hein, puisque pour tout vous dire, j'avais un petit labo photo que je m'étais aménagé parce que bon, j'adore toujours faire de la photo, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas d'imprimante, et qu'on faisait ça dans un labo photo qui devait être obscur, et que j'étais sûr que personne ne viendrait me déranger. Donc c'est là que je me considérais comme femme. Et puis idem en devenant un petit peu plus, en étant ado notamment, gros avantage, il y avait beaucoup de devoirs à faire le week-end. Et quand mes parents partaient et que je ne pouvais pas les accompagner, parce que j'avais vraiment beaucoup de travail, en fait, je faisais tout ce travail en piquant encore une fois les affaires de ma maman. Et donc, c'était des moments que j'appelais après sas de survie qui ont duré quasiment toute ma vie en fait. Et puis avec cette question, et là on en revient un peu à la question en effet des ados, et ça je pense que ça n'a pas trop changé, sauf que maintenant, encore une fois, ils ont des réponses grâce aux réseaux sociaux. Moi, ça m'a posé énormément de problèmes à l'adolescence parce que c'est l'époque en effet des amours, et pour moi je n'arrivais pas à en avoir parce que je me posais la question, qui étais-je réellement? Est-ce que j'étais une fille? Est-ce que j'étais un garçon? Ou est-ce que j'étais un monstre? Et j'avais beaucoup plus de copines que de copains, mais voilà, j'arrivais pas, je ne savais pas, quand on ne sait pas qui on est soi-même, en fait, on est complètement bloqué. En fait, ce qui m'a sorti un peu de tout ça, puisque, encore une fois, hyper timidité, tout le reste, ce qui m'a sorti de tout ça, en fait, ça a été la musique, l'aide aussi de ma maman qui m'a vraiment poussé, aidé à sortir de mon renfermement, et donc grâce au fait de faire de la musique, et le fait aussi que je suis parti dans une hyperactivité, qui m'a toujours pas quitté. Comme me dit ma femme, je pensais que quand tu serais toi-même, ça te calmerait. Non, ça m'a pas calmé. Mais c'est génial. Mais en tout cas, notamment à cet âge-là, donc ado et jeune adulte, ça m'a vraiment permis de tenir, puisque ça m'évitait aussi de penser à des idées trop noires. Et puis j'avais vraiment deux objectifs qui me permettaient aussi de tenir. C'était un, je voulais absolument devenir journaliste. Ça a marché. Et deux, je voulais absolument fonder une famille. Et ça a marché aussi. Donc voilà, en fait, et si bien quand j'ai enfin rencontré ma femme, qui est d'ailleurs la femme de ma vie, parce que on ne peut pas dire que j'ai eu beaucoup d'expérience, justement bloquée, et qui est toujours la femme de ma vie, et ça j'avoue que je lui rends un grand hommage, parce que c'est pas évident quand je lui ai annoncé qui j'étais réellement. Donc le fait en effet de la rencontrer, et je me suis dit, bon, finalement ce que je vivais, ça doit être, j'ai peut-être vécu une période compliquée, et j'ai complètement abandonné toutes mes idées trans. Bon, là je vous dis trans, sauf qu'à l'époque je ne savais pas que c'était trans, et notamment mes sas de survie, tout ça, je les ai abandonnés. En revanche, quand Christine, donc ma femme, a été enceinte de notre premier enfant, notre fille, Élodie, en fait, là j'ai complètement replongé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment vécu la grossesse de ma femme par procuration. Et là, pour moi, ça a été terrible, parce que, en fait, pour moi, d'ailleurs, ça restera le plus gros manque de ma vie, c'est de ne pas avoir donné la vie, hein, ce que je trouve être le plus beau qu'on puisse faire dans ce monde. Et j'ai vraiment vécu par procuration, et j'ai replongé, et mes sas de survie m'ont permis à nouveau de tenir. Et puis ça m'a permis de tenir, en effet, toute ma vie, qui, encore une fois, n'a pas été une vie horrible, hein, puisque j'avais le boulot que j'adorais, j'avais une famille que j'adorais, qui m'aimait bien aussi. Sauf qu'arrivé à la cinquantaine, j'ai fait la crise de la cinquantaine. Alors pas comme certains qui courent vers les petites jeunes, mais moi, ma crise de la cinquantaine, ça a été le fait de me dire, là j'étais passé la moitié de ma vie, largement d'ailleurs, et j'ai pas envie de mourir dans un corps qui n'est pas mon corps, en fait, qui n'est pas le corps que j'aurais dû avoir à ma naissance. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions, d'autant qu'Internet était arrivé et que ça a enfin répondu à mes questions. Et j'ai enfin compris que j'étais une personne trans, que j'étais pas toute seule, que je n'étais pas un monstre. Et ça, déjà, c'était une bonne chose quand on arrive à mettre un mot sur quelque chose. Et puis, la seule solution pour avancer à un moment donné, c'était de faire mon coming out. Et la première personne à qui je me devais de le faire, c'était évidemment ma femme.
Donc voilà, j'ai même préparé en tant que bon journaliste un bon dossier de presse que j'avais imprimé, qu'elle n'a jamais ouvert d'ailleurs, parce qu'en fait, elle préférait, et je trouvais ça plutôt bien d'ailleurs, qu'on en discute. Donc tous les soirs, on en discutait. Elle me disait que dans la journée, elle pleurait beaucoup. Et puis, voilà, ça a été beaucoup de discussions. Moi, j'étais la grosse crainte, puis j'avais lu tellement de témoignages sur Internet de couples qui explosaient, de familles qui explosaient. Et en fait, un soir, elle m'a dit, bon, alors qu'est-ce qu'on va devenir? C'est là que je me suis dit, bon, si elle me pose cette question-là, c'est qu'a priori, elle n'a pas forcément envie de me quitter, ni de me chasser. Et puis, ben voilà. Donc, en fait, alors le seul problème après pour moi, c'était, donc c'était accepté. Alors, c'était sympa parce qu'en fait, elle est pharmacienne. Et le gros avantage des pharmaciennes, c'est qu'ils travaillent le samedi, enfin un samedi sur 2. Donc, c'était aussi mon sas de survie quand elle était au boulot. De pouvoir être moi-même. Et donc, finalement, elle a accepté tout de suite en disant, bon, si j'arrive à la rendre heureuse le week-end en étant ce qu'elle considère être, bon, mais elle s'est rendue compte quand même assez vite que j'irais beaucoup plus loin. Sauf que ce qui me coinçait, c'était le monde du travail. Et Dieu sait que Radio France n'est quand même pas la boîte la plus fermée, mais il n'empêche que transidentité, on n'en parlait jamais, et que c'est quelque chose qui était quasiment inconnu. Donc, en plus à l'époque, bon, j'étais secrétaire général de France Info, puis médiateur, on dira à l'époque, des 7 antennes de Radio France, et tout le monde me connaissait. Donc j'imaginais mal du jour au lendemain faire ma transition sociale, passer de Bruno à Béatrice, de pantalon à jupe, c'est pas obligatoire, hein, mais en tout cas attitude et apparence féminine, de chauve avec des cheveux. Donc pour moi, qui gardait quand même au fond de moi une forme de timidité, maintenant ça va beaucoup mieux, c'était quasiment impossible. Donc, et c'est là que c'est devenu véritablement, pour moi, très compliqué, avec de plus en plus, en effet, des moments où j'avais vraiment envie d'en finir, parce que ça devenait insupportable pour moi. Alors qu'encore une fois, à côté de moi, ma famille, puisque bon, au départ, ma femme ne voulait pas que j'en parle aux enfants, j'en ai parlé finalement, on a attendu quand même 2-3 ans avant de leur en parler. Bon, moi, j'étais persuadé que ça se passerait bien, ils avaient bien éduqué quand même. Et en fait, ça s'est super bien passé. Ma fille me disant, je comprends maintenant, tu étais un papa poule, donc finalement, tu étais une maman poule. Mon fils me disant, alors là, tu vas me... Enfin, c'est super que tu me dis ça, parce que je comprends beaucoup mieux, parce que lui était persuadé que je préférais sa sœur à lui, ce qui était complètement faux en fait. Mais c'est vrai que j'étais très fusionnel avec ma fille, mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup de choses intérieures qui faisaient que. Mais cela dit, pour moi, mon fils, notre fils, c'était quelqu'un aussi qui était aussi important que notre fille, mais intérieurement, il ne nous l'avait jamais vraiment dit, il le ressentait comme ça, et pour lui, ça a été une façon finalement de comprendre aussi peut-être mes attitudes. C'est vrai que je déteste le foot, donc j'ai jamais vraiment joué au foot avec lui. Mais bon, là aussi, c'est des stéréotypes. Hein. Il y a plein de filles qui adorent le foot. Hein. Mais voilà, donc c'était aussi une façon d'avancer. Et alors oui, je vais simplement terminer pour dire simplement que là aussi, ça a été toute ma vie, ça a été une détestation de moi-même. D'ailleurs, quand je revois mes photos, en règle générale, je ne souris pas. Je ne savais pas sourire, parce qu'en effet, intérieurement, je me sentais tellement mal. Et je vais vous faire une révélation. Aujourd'hui, je peux vous dire que je m'aime enfin. Donc, c'est quand même, moi, je trouve un bon point. Et voilà. Donc, alors, je ne sais pas sur cette période-là si vous avez éventuellement quelques questions à me poser, ou des remarques, ou des contestations, ou autres. J'aurais juste une question par rapport au monde du travail. Du coup, finalement, vous avez fait votre transition pendant... Vous n'étiez pas encore à la retraite ou... Alors, c'est une bonne question, mais j'aurais pu l'aborder après, mais je vais vous répondre tout de suite, parce qu'on va pas jouer sur le suspense. Insoutenable. Non, en fait, oui, j'ai pas eu le courage. Pour ça, quand on me dit « qu'est-ce que tu es courageuse ?» non, d'abord je suis pas très courageuse parce que j'ai attendu très longtemps alors qu'intérieurement je n'en pouvais plus, mais encore une fois j'avais pas le courage de faire ma transition et ma transition sociale au boulot. Donc en fait je me suis dit je vais partir le plus tôt possible de Radio France, de mon monde du travail. Donc la retraite est encore possible à 63 ans.
Enfin, pour moi, en tout cas, pour avoir tous mes trimestres. Mais comme je bossais comme une malade, j'avais accumulé sur mon compte épargne-temps des mois et des mois de congés non pris. Donc j'ai pu partir à 62 ans. Et alors, vraiment la boule au ventre, hein, parce qu'encore une fois, Radio France, pour moi, ça a été toute ma vie. En général, quand on est à Radio France, c'est une maison qu'on adore. Moi, j'ai pu exercer vraiment des quantités de postes différents et passionnants. J'ai pu progresser, on m'a fait confiance. Et donc, pour moi, c'était un crève-cœur que de quitter Radio France. Mais c'était la seule solution pour moi de faire cette transition. Donc, je suis parti en plus, je ne voulais pas casser une saison, puisque en fait, j'avais quand même 3 émissions sur Inter, sur Info et sur Culture, en tant que médiatrice. Et donc, je suis parti en mois de juillet. Ma retraite a commencé officiellement l'année suivante. Et puis là, finalement, d'abord, j'étais heureuse parce que là, tous les jours, je pouvais être moi-même, déjà. En tout cas, en apparence. Et puis, j'avais quand même déjà commencé mon traitement hormonal 6 mois avant, mais dans un premier temps, ça ne se voit pas. J'avais enfin la chance d'avoir mes petits seins qui commençaient à pousser. Ça aussi, le bonheur. Et puis, c'est l'époque aussi pour faire une vaginoplastie. Il ne fallait pas attendre 3 ou 5 ans comme maintenant. Donc moi j'ai eu la chance d'attendre que 4 mois, donc à l'hôpital Tenon à Paris, à PHP. Mais finalement, c'est au vœu de l'année suivante, donc je suis parti en juillet 2018, en janvier 2019, j'ai fait des vœux, notamment à tous mes anciens confrères, consoeurs et amis, en révélant en fait, en faisant mon coming out. Il y a beaucoup qui m'ont dit, on a pris ça pour une plaisanterie au départ, on n'a pas très bien compris, finalement ils ont compris après, et c'est amusant et j'ai trouvé ça génial parce que ça a été vraiment d'un seul coup une explosion. J'ai jamais reçu autant de messages gentils, sympathiques. En général j'aimais bien les gens donc ça se passait plutôt bien, mais là c'était vraiment avec un petit point noir, et ça c'est intéressant sur le plan du vécu, c'est qu'il y a quand même des gens qui restent... en tout cas, peut-être pas transphobes, mais qui ont du mal. Et pour tout vous dire, petite anecdote, en janvier, j'appartenais au comité de direction j'avais appartenu au comité de direction de France Info, et un de mes anciens camarades, le directeur de la rédaction, partait donc de France Info à France Bleu, il faisait un pot de départ, m'avait invité, en me disant, écoute, ça va être super, parce que ce sera au moins la première fois où tu pourras te présenter, Béatrice, devant tes anciens collègues. Et puis je tardais à répondre parce que c'était vraiment la première fois que je me présentais vraiment, en effet, devant des personnes qui n'étaient pas de ma famille. Et j'avais un peu cette appréhension. Et en fait, j'ai tout de suite donné une réponse parce qu'il m'a rappelé 2 jours avant en me disant, tu viens ou tu viens pas Alors je vais te donner 2 arguments. Le premier, c'est que tout le monde sera tellement heureux de te revoir et de faire connaissance avec Béatrice. Et je te donne un deuxième argument. Sache que si tu viens, je sais qu'il y a quelques personnes qui ne viendront pas parce qu'elles seront gênées. Et c'est là que je me suis dit, je lui ai dit, écoute, si c'est ça, je ne viens pas. Et ça m'a fait du mal parce que j'ai toujours imaginé que les journalistes, j'ai un côté un peu idéaliste, étaient des gens ouverts. En plus, à France Info, honnêtement, je pense qu'on était vraiment très ouverts. Et puis, là, ça m'a fait beaucoup de peine. En tout cas, voilà, pour tout ça, pour vous dire que... Et puis, très vite, j'ai repris, en fait, beaucoup d'activités. Et notamment, à Sciences Po, on m'a dit, écoute, la directrice, Alice Anton, m'a dit, écoute... c'est pas parce que t'es femme que tu seras moins bonne que quand t'étais officiellement homme. Donc voilà. Et donc j'ai continué. Et puis on va arriver à parler aussi des acquis. Et donc par l'intermédiaire de Transsanté France, j'ai créé très rapidement, j'ai cofondé cette association qui regroupe des personnes trans, des associations, des médecins, des paramédicaux, des universitaires, des juristes, etc., qui essaient de faire avancer les choses. Alors, là, ça ne nous concerne pas directement, parce que là, c'est avant, mais rappelez aussi où on en est en ce moment, donc notamment dans les acquis, et ça, on a quand même été un des premiers pays à retirer la transsexualité, comme on disait à l'époque, des troubles psychiatriques. C'était en 2010, c'est Roselyne Bachelot, notamment avec simplement un fait, c'est qu'on était en ALD. Donc, vous savez ce que c'est, affection longue durée. C'est le fait de bénéficier, en fait, du remboursement à 100%. Alors, quand j'en parle, ça en choque pas mal en disant, oui, alors vous, les trans, vous avez vraiment un avantage énorme, sauf que ça avait été fait justement
à l'époque, parce que c'était pour répondre au taux de suicide important, et le fait de se dire accompagner et rembourser médicalement à 100%. Alors, c'est pas parce que c'est une maladie, mais parce que c'est justement une aide aux personnes trans et aux difficultés. Et donc, à ce moment-là, on est passé en ALD 31 avec cette prise en charge complète qui... moi, j'avoue que moi, ça se passe très très bien, mais il y a pas mal, on le verra après, d'assurance maladie qui restent, entre guillemets, un peu transphobes. Il faut quand même savoir que l'OMS, elle n'a déclassé la transidentité des maladies, des troubles mentaux. Ça a été déclassifié en 2019, mais ça n'est rentré en vigueur qu'en janvier 2022. Donc c'est quand même très récent, c'est passé en fait dans les troubles sexuels. Bon, alors, ça gêne pas mal de personnes de dire que les transidentités sont des troubles sexuels, mais il faut aussi savoir que, c'est pour ça, les gens qui s'attaquent parfois sans connaître, c'est aussi parce que l'OMS, ça regroupe le monde entier, et que dans certains pays qui ne sont pas des plus avancés, ce serait aussi l'occasion, si on retirait complètement d'une classification médicale, ce serait aussi l'occasion de ne plus rembourser rien du tout en disant non, c'est pas une maladie, donc on ne prend pas en charge. Donc l'OMS a trouvé quand même une classification qui était moins stigmatisante pour faire en sorte que les remboursements puissent s'effectuer. Bon, là c'est notre combat, mais c'est le combat de toutes les associations trans de terrain ou pas de terrain, c'est d'obtenir la dépathologisation, la dépsychiatrisation du parcours médical. En effet, c'est comme ça que j'ai beaucoup, vous allez le voir après, j'ai beaucoup travaillé, alors quand je dis moi, parce qu'en fait c'est moi qui ai mené tout ça, mais avec, l'équipe Trans Santé France, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, on a obtenu enfin une lettre de cadrage que vous verrez en partie après, du médecin conseil national, qui est vraiment maintenant à notre écoute, qui rappelait à tous les médecins conseils départementaux qu'il ne faut pas un certificat psy pour accepter la prise en charge des personnes trans. Et vous allez me dire, il n'y a aucun texte qui le dit, c'est vrai, sauf que voilà, c'était un truc sur lequel il continue de s'appuyer. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'un psy pour dire « Ah bah oui, vous êtes bien une personne trans. » Je pense que c'est pour ça qu'on défend aussi l'autodétermination éclairée, mais aussi la sécurité juridique des médecins et surtout la formation, parce qu'il y a quand même très peu de médecins qui sont formés à la transidentité. Il faudrait aussi qu'on arrive à changer ça c'est inadmissible. Là, c'est une chirurgienne de Trans Santé France qui m'a envoyé ça, je ne savais pas que ça pouvait encore exister, donc dans une cotation, donc intervention chirurgicale avec un diagnostic principal de maladie mentale, ouais, on est tous des malades mentaux, et parlant de transsexualisme, qui est quand même une notion qui n'existe plus que du côté de la Sécu et des référencements. Alors, et ça aussi, c'est un terme dont on ne veut plus entendre parler. Voilà, en fait, bon, j'ai pas la lettre de cadrage, mais voilà la lettre que Dominique Martin, donc le médecin conseil national, qui est quand même un des plus hauts grades, je dirais, l'assurance maladie m'avait envoyé. Donc, il a envoyé, en fait, nous vous informons, donc ça c'était pour les médecins conseils départementaux, que dans le cadre de la gestion des demandes d'ALD hors liste pour prise en charge d'un accompagnement médical transgenre chez l'adulte, il n'y a pas lieu de réclamer la production d'un certificat psychiatrique. Donc ça, c'était une belle victoire qu'on a eue en décembre dernier. Franchement, j'avoue que j'étais très, très contente. Et puis, ce qui était aussi très important, c'est Olivier Véran qui avait demandé à ce qu'il y ait un rapport qui soit effectué et qui était remis l'année dernière en mars, un rapport sur la situation du parcours de transition des personnes trans. Et ça, c'est vraiment... je trouve qu'il est vraiment très bien rédigé. Bon, à un moment donné, une petite... égratignure à l'égard de notre association qui a eu quelques problèmes de démarrage et de façon d'être vue. Bon, heureusement, maintenant, tout s'est éteint, sauf qu'à l'époque, il y avait encore visiblement un contentieux, que je n'ai jamais d'ailleurs très bien compris, mais bon, qui est historique. Mais en tout cas, franchement, c'est bien, ça fait vraiment l'état actuel de la situation transidentitaire sur le plan médical. Et ça, c'est quand même une très belle avancée. Et c'est ça qui va permettre d'arriver aussi aux travaux de la HAS. Donc l'année dernière, on a déjà eu 3 réunions préparatoires auprès de la Haute Autorité de Santé pour revoir complètement les recommandations qui datent quand même, il faut le savoir, de 1989. Donc
Enfin, on peut quand même penser que c'est totalement dépassé. Alors après, on va nous dire qu'il y a eu une réforme des recommandations en 2009, sauf que c'est faux, puisqu'en fait, elle-même, la HAS dit qu'en fait, les négociations de l'époque n'ont abouti à rien, sauf qu'il y a eu notamment la SOFECT, qui était une société savante de médecins trans qui, on peut le dire, n'a pas toujours fait preuve d'une grande avancée sur le plan... Enfin, même certains médecins étaient proprement transphobes, et c'est eux qui, notamment, ont vraiment lancé le fait qu'il fallait un certificat psychiatrique, etc., etc. Bon, ça n'a jamais été véritablement adopté, mais il n'empêche que la Caisse d'assurance maladie, qui est toujours sur des protocoles et autres, s'est enfoncée là-dedans, et évidemment, on a profité pour dire, vous voyez, c'est ça qu'il faut absolument pour que la prise en charge puisse exister. Il y a aussi des avancées qui peuvent se faire, notamment notre groupe de médecins spécialistes de la fertilité, de la reproduction, des biologistes, ont émis des recommandations concernant l'assistance médicale, donc la PMA, chez les personnes trans, parce qu'il faut quand même bien se redire que ça a été complètement oublié dans la loi de bioéthique. Et puis il y a un gros problème qui se maintient, c'est la filiation pour les parents trans. Je ne sais pas si vous avez suivi toute la péripétie qui a quand même duré 8 ans d'un couple par rapport à leur fille. Pour que le papa, qui est donc maman, soit reconnu comme maman et que sa fille soit considérée comme sa propre fille, puisque dans un premier temps, la justice lui demandait d'adopter sa propre fille, ce qui est quand même horrible, humainement parlant. Et il y a eu, finalement, c'est passé en appel, c'est passé en cassation, la cassation a cassé, et finalement, la Cour d'appel de Toulouse a considéré qu'en effet, c'était bien la deuxième maman. Sauf qu'a priori, ça ne fait pas jurisprudence, et ça va. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une loi qui réforme tout ça. Mais ça va avancer. Et bonjour Frédéric. Ce qui est aussi un acquis important et intéressant, c'est la loi de 2016 de la loi de modernisation de justice du XXIe siècle, qui est une avancée extraordinaire, puisqu'auparavant, si on voulait changer, alors on va parler de sexe parce que administrativement ça reste comme ça, de sexe sur son acte de naissance et sur ses papiers, avant il fallait, comme le disaient à juste titre les associations, il fallait une opération de stérilisation, c'est-à-dire que si on n'avait pas subi une opération, en effet, vaginoplastie ou autre, on ne pouvait pas, la justice refusait le changement d'état civil. Depuis la loi de 2016, il ne faut plus de certificat médical, mais il faut encore une procédure, c'est-à-dire en fait des témoignages, etc., et passer devant la justice, ce qui est quand même pas mal contesté, surtout que dans certains pays, c'est quand même beaucoup plus libéral que ça, et on espère que ça va avancer. D'autant qu'en effet, il faut qu'on arrive à cette déjudiciarisation du changement d'état civil. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'un psychiatre pour considérer qu'on est bien une personne trans? Est-ce qu'on a besoin d'un juge pour déterminer notre sexe et notre genre? Par exemple, en effet, au Danemark, depuis 2014, et puis dans d'autres pays, on n'a plus besoin de passer devant un tribunal, une simple déclaration suffit. Et même aux Pays-Bas, normalement, le sexe, la mention de sexe disparaîtra des documents d'identité, donc l'année prochaine. Et ce qui est très intéressant, c'est la note, alors malheureusement, elle n'a pas été beaucoup entendue ni diffusée, du défenseur des droits, c'était encore tout bon à l'époque, qui répondait justement à cette demande de déjudiciarisation en disant, à juste titre, il appartient à la personne à l'origine de la demande de déterminer son genre. Et il posait cette question, parce qu'en effet, tous les témoignages qu'on doit produire, c'est de prouver qu'on est bien dans un comportement, par exemple pour moi, de femme. Mais alors, comme disait le défenseur des droits, qu'est-ce qu'un comportement social attendu d'homme ou de femme? Et ça, c'est une vraie question. Et sauf que la justice, pour l'instant, a répondu en disant « il vous faut des témoignages prouvant que vous avez un comportement, en l'occurrence pour moi, de femme », ce qui est quand même un peu sujet à caution. Bon, la circulaire Blanquer a quand même permis aussi de faire avancer les choses, parce que le problème, c'est que l'éducation nationale, et moi je l'ai vu quand j'ai sorti mon livre, j'ai reçu vraiment des quantités de messages d'enseignantes, qui l'avaient acheté, c'est très bien, je les en remercie, et qui me disaient « Ah, ça m'a permis enfin de comprendre ce qu'était la transidentité,
au sein de l'éducation nationale, on n'en parle jamais. On ne sait même pas comment accueillir des enfants qui seraient dans cette situation. Et cette circulaire Blanquer qui est imparfaite, certainement, mais au moins c'était déjà une avancée et elle était quand même très, très, très attendue. Même s'il faut quand même savoir pour la petite histoire que Blanquer l'a vraiment sorti un peu contraint et forcé. Voilà. Mais c'est la cible aussi des associations anti-trans. En première ligne, surtout SOS Éducation là-dessus. Alors évidemment, ils ont beaucoup d'amis sur CNews. Et là, par exemple, dernièrement, ils ont fait un débat. Moi, j'aime bien qu'on appelle ça débat, mais enfin, il était biaisé puisqu'il y avait qu'elle. Donc, Sophie Audugé, qui est vraiment voilà, une militante anti-trans et surtout anti-enfant trans profonde, avec en effet des bonnes questions. C'est comment, en France, on a adopté le principe d'autodétermination du genre ressenti, quel que soit l'âge, et l'institutionnalisation par Jean-Michel Blanquer de l'idéologie transgenre au sein de l'éducation nationale. C'est vrai que c'est quand même des trucs très dangereux. Bonne avancée aussi, c'est la loi contre les thérapies de conversion. Donc, même si officiellement c'était quand même déjà interdit, mais il n'empêche que là, au moins, cette loi, bon, pour laquelle d'ailleurs j'ai un peu bossé parce que Laurence, j'ai oublié son nom, Vandenbroek, ouais, qui était la députée en charge de ça, bon, avec qui je m'entendais très bien et avec qui on bossait aussi sur les questions de transidentitaires, m'a demandé tout un argumentaire. Et voilà, cette loi est passée, mais ce qui est aussi un gros problème, et ça il faut quand même se le dire, c'est qu'en fait, quand on voit l'Observatoire de la Petite Sirène, Hippomonie ou SOS Éducation, ils en sont vraiment, et c'est pour ça qu'ils ont lutté contre cette loi, notamment en concernant les personnes trans, c'est qu'en fait ce qu'ils prônent actuellement, et ce qu'ils demandent aux psychologues, aux psychiatres, c'est une psychothérapie des enfants trans, leur permettant de revenir dans le droit chemin. Et là, qu'est-ce que c'est si ce n'est une thérapie de conversion ? Il faut aussi que ça avance du côté de l'acceptation sociale, et là, la France, elle est quand même très très mal placée. Là, c'est quand même une étude qui est hyper intéressante. La question qui était posée donc, dans différents pays européens, c'était, et même américains d'ailleurs, quelle serait votre réaction si votre enfant, votre frère ou votre sœur, un membre de votre famille proche se déclarait gay, lesbienne, bisexuel, trans ou non-binaire. Alors le problème c'est qu'il y a un petit truc devant là. On voit que la France, dans le panel, considérée quand même en dernière place. Et si on prend la question en effet trans et non-binaire, vous vous rendez compte quand même qu'il y a 27%, c'est le plus grand chiffre, de réactions négatives qu'aurait une personne confrontée, entre guillemets, à une personne gay, lesbienne, bisexuelle, trans ou non-binaire. Donc le pays a quand même, notre société a quand même encore un très très gros progrès à faire. Aussi, on en parlait notamment avec mon exemple, mais dans les entreprises, là c'est super intéressant, c'est aussi une très chouette association, Autre Cercle, qui vraiment prône la visibilité trans et homo dans les sociétés. D'ailleurs, ce qui est amusant et ce que j'ai trouvé très chouette, c'est une fois que je l'ai annoncé donc, à Radio France, ma situation, et notamment à ma PDG, Sybille Veil, je crois 2 mois après, elle signait la charte de l'Autre Cercle, et 5 mois après, elle me demandait de faire une conférence devant tout le personnel intéressé de Radio France, en prenant le fait de libérer tous ceux qui voulaient, c'était pris sur leur temps de travail, donc c'était quand même vraiment très très chouette, pour expliquer justement, raconter un peu ma vie et expliquer les transidentités, parce qu'on voit quand même qu'il y a encore 41% des employés qui entendent des expressions LGBT-phobes dans leur boulot, donc je ne vais pas toutes les citer, mais c'est quand même assez horrible. Et puis ce que je vous disais aussi tout à l'heure, une personne LGBT sur 2 ont eu récemment donc, des pensées suicidaires en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre et qui ont subi des moqueries ou des propos. Alors je vais terminer avec ça, avec cette image moi, qui m'émeut à chaque fois que je la vois parce que je la trouve tellement chouette. Je me dis c'est moi, ce petit garçon qui se regarde dans un miroir et qui se voit fille. Voilà, c'est adorable. Et puis le fait, j'ai fait une tribune dans Le Monde il y a 1 an et demi, et simplement pour dire voilà, laissez-nous vivre, en fait, en prenant un slogan mais qui était réac à l'époque. Laissez-nous vivre, et simplement ce qu'on demande c'est d'être soi-même, comme n'importe quel citoyen
de ce pays. Et on fait de mal à personne, qu'on soit enfant, ado, adulte. Laissez-nous vivre. Et cette citation, qui est d'ailleurs en exergue de mon livre et que je trouve géniale, et c'est pour ça que c'est bien de faire des conférences, de faire des articles et d'expliquer cette phrase. J'adore la d'Averroès, qui est un philosophe musulman du XIIe siècle. L'ignorance, et c'est vraiment ça, l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. C'est vraiment ce qu'exploitent à mort nos amis, la petite sirène ou autres, en tablant, en faisant peur, donc en continuant l'obscurantisme en fait, donc avec cette ignorance qui mène forcément à la peur. Et puis quand on a peur, c'est la même chose d'ailleurs sur les migrants, c'est sur tout ce qui n'est pas dans une norme sociétale. La peur mène à la haine, et puis la haine conduit à la violence. Et il faut quand même se dire que les actes violents, transphobes, il y en a beaucoup, et qui touchent aussi, il faut être honnête, majoritairement les femmes trans, parce que, et là malheureusement j'ai pas le temps de le développer, mais moi je l'ai vraiment vécu, pas forcément d'ailleurs en transphobie, mais le fait, et je suis désolé pour vous messieurs, que notamment une femme trans est très mal ressentie. Alors encore une fois, j'ai eu aucun rejet, j'ai la chance peut-être d'être dans un milieu assez ouvert, mais chez mes amis hommes, qui ne m'ont pas rejeté, mais j'ai senti un côté, mais vraiment, d'incompréhension. Et comme dit ma psychologue, on est dans l'angoisse de la castration. Et en effet, pour les hommes, oh là là, c'est dur à comprendre et c'est dur à admettre. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas forcément de rejet, mais autant chaque fois que je l'ai annoncé à des groupes hommes-femmes, notamment dans la copropriété où j'habite, et où je suis syndic, bénévole, toutes les femmes, quand je leur ai annoncé, j'avais offert le champagne, sont venues trinquer avec moi. Oh, super, n'hésite pas, viens, on pourra t'aider, n'hésite pas, on peut en discuter. Et les hommes qui, encore une fois, ne m'ont pas rejeté, étaient un peu à l'écart et m'ont pas vraiment beaucoup posé de questions, alors que les femmes m'en ont posé beaucoup. Voilà, je ne vais pas faire de sexisme à l'envers, mais voilà. Bon, si vous avez... j'ai un peu dépassé, mais j'ai commencé à 18. Donc, si vous avez quelques questions, eh bien, n'hésitez pas. Déjà, merci de votre témoignage, c'était extrêmement intéressant. Je prends juste la parole, alors je vais faire rapidement. J'ai un petit témoignage, une information et une question. Pour le côté de témoignage, alors je m'appelle Spiskesia, je suis psychologue, clinicien du développement et je travaille à l'éducation nationale en ce moment. Et oui, c'était justement pour dire ça. Alors c'est vrai qu'il y a cette politique d'école inclusive qui est sortie sur les dernières années. Il y a un gros manque de moyens, etc. Les choses sont en train de bouger, mais c'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale, c'est assez compliqué encore. Il y a beaucoup de retard. Les choses sont en mouvement, mais voilà. Mais je suis totalement d'accord avec vous et vous avez bien fait de le mentionner. Mais ça dit, je suis invité aussi assez régulièrement, en effet, dans des établissements scolaires où notamment, je travaille depuis des années avec le CLEMI, qui est l'organisme du ministère de l'Éducation nationale pour l'éducation aux médias. Alors je travaillais déjà pour ça, et là, maintenant, notamment les délégués CLEMI en région me font assez régulièrement venir, justement pour expliquer toutes ces questions, et je trouve ça une bonne avancée, mais il y a encore beaucoup de boulot. Oui, totalement. La petite information, alors là c'est plus du coup pour tous les partenaires ici présents et par rapport à Strasbourg directement. L'Université de Strasbourg, courant 2021, a facilité du coup les procédures administratives pour les changements de prénom à l'intérieur de l'université. Alors on n'est pas sur quelque chose au niveau administratif, au niveau de l'État, mais en tout cas dans l'Université de Strasbourg c'est quelque chose qui est beaucoup plus facilement accessible. Donc c'est aussi dans les avancées qui sont notables à Strasbourg. Là, ça c'était la petite information. Et ma question, c'était... J'ai bientôt fini. Ah non, mais pas de souci. Toujours par rapport à Strasbourg, on a Arte ici. Je voulais avoir votre avis, ou si vous aviez vu le documentaire produit par Arte qui s'appelle Petite fille. Ah oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé aussi J'ai pleuré. Pareil. Oui. Ouais. Moi, je l'ai trouvé formidable. Sauf que et là aussi, c'est des points parfois que j'aborde dans des conférences un petit peu plus longues. C'est aussi, ça a été malheureusement, donc ça a été génial. Franchement, moi je le trouve super bien fait, et notamment pour le grand public. C'est aussi une façon d'expliquer les enfants trans et de montrer en effet là aussi que c'est pas une mode, que c'est pas une lubie, et l'accompagnement avec une maman formidable, avec aussi tous ces préjugés qu'il y avait, parce que quand même pendant très longtemps, les enfants trans, c'était de la faute de la maman. Un peu comme l'autisme, c'était de la faute de la maman et d'autres choses comme ça. Tout était la faute de la maman. Mais là, c'est bien montré aussi. Mais il y a un mais,
c'est qu'en fait, ça a été ça qui était un peu la porte d'entrée de l'Observatoire de la Petite Sirène. C'est-à-dire qu'ils ont saisi ce documentaire et, bon, j'allais dire, c'est pas des imperfections. En plus, bon, moi qui suis quand même dans l'audiovisuel, je sais très bien, par exemple, avec, alors j'arrive jamais à me souvenir de son nom, Anne Bru, enfin, la pédopsie qui apparaît dans le film, qui reçoit la maman et la petite Sacha. Bon, évidemment, le réalisateur n'allait pas filmer, je ne sais pas, les 4, 5, 6, 7, 8 rendez-vous qu'ils ont pu avoir. Ils en ont filmé, à mon avis, 2 ou 3. Et ça donne l'impression, en tout cas pour ceux qui sont de mauvaise foi, qu'en fait, voilà, il y a eu 1 ou 2 rencontres et qu'à ce moment-là, tout a été accepté. Alors d'ailleurs, il ne s'agissait pas d'accepter, il s'agissait d'accompagner, mais simplement, ça donne l'impression que l'accompagnement s'est réglé à 2 séances avec une pro. Or, c'est pas du tout ça. Et en disant, bah, vous voyez, finalement, l'enfant, voilà, autodétermination, il se considère comme une petite fille. Donc, on va voir une pédopsie. Et puis, en 2 séances, bah, tout est réglé, tout est accepté. Bon, non, c'est complètement faux. Mais ça a été vraiment le démarrage des anti-enfants trans. Alors que pour moi, ce documentaire, il est superbe. Il n'est pas non plus... là aussi, le truc, ça a été de dire... c'est faire du prosélytisme pour que tous les enfants deviennent trans. C'est aussi ridicule qu'en effet, tous les enfants allaient devenir homo, gays. Donc voilà, mais pour moi, c'est vraiment un super docu. C'est bien ce qu'il est passé ensuite sur Netflix, je crois bien. Donc voilà, ça peut populariser, mais ça a été une arme à double tranchant parce que les opposants se sont engouffrés dans une brèche, injustement d'ailleurs. En tout cas, merci de votre intervention. Y a-t-il d'autres questions, réactions ? Par rapport à la loi de 2022 qui interdit les thérapies de conversion, est-ce que vous avez des connaissances sur ce qui est mis en place suite à cette loi ? Parce que on a tous entendu parler, tous et toutes entendu parler que cette loi était passée, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si on entend parler d'une thérapie de conversion ? Qu'est-ce qui se passe ? Il suffit... Est-ce que vous savez notamment, puisque c'est une loi, il suffit de déposer plainte, en espérant en effet que ce sera instruit et que... Mais vous n'avez pas d'informations sur comment la justice agit aujourd'hui quand... À ma connaissance, pour l'instant, il y a une plainte Il y a la Mivilude aussi. Oui, il y a la Mivilude aussi. La Mivilude, donc la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, qui peut être saisie. Mais si votre question est de savoir si ça a déjà été mis en... Alors, elle existe, hein, mais si ça a déjà été mis en œuvre sur une affaire précise, à ma connaissance, non. Je sais qu'il y a certaines associations qui réfléchissent, notamment par rapport à l'Observatoire de la Petite Sirène, qui promeut d'une manière indirecte ces thérapies de conversion, mais tant qu'il n'y a pas un exemple flagrant, probant, et c'est en ça qu'ils sont vraiment très méfiants et qu'ils se tiennent à carreau. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que, notamment via les sénateurs, ils avaient espéré retirer l'aspect transidentitaire de cette loi, parce qu'ils ne sont pas idiots. Ils savent très bien que quand on dit qu'il faut remettre les enfants dans le droit chemin, c'est une thérapie de conversion, hein, donc ça n'a pas d'autre terme. C'était juste pour rebondir sur la question, et c'est une question ouverte parce que je n'ai pas la réponse. Si par exemple il y a des thérapies de conversion, enfin ce genre de choses qui sont faites à l'égard d'enfants, est-ce que du coup au niveau de la CRIP ou de tout ce qui est protection de l'enfant, c'est des éléments qui sont à transmettre ou à prendre en compte, et comment est-ce qu'ils l'accueillent ? Je ne sais pas si vous avez des informations dessus. Mais... je ne sais pas non plus, hein, mais ce seront forcément des éléments qui rentreront dans l'enquête. Hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, en effet, pour l'instant, il n'y a rien qui a vraiment été mené. Mais au moins, moi je dirais déjà, au moins le mérite d'exister, donc éventuellement de foutre un peu la trouille à certains et de les réfréner, même si dans les discours ça ne réfrène pas, mais bon, on peut toujours prendre faire ça sur un pas de côté. Non, mais en effet, si c'est instruit à un moment donné, il faudrait qu'il y ait un maximum de... et ce qui craigne beaucoup d'ailleurs l'Observatoire de la Petite Sirène, et notamment par rapport à la circulaire Blanquer, bon, c'est vrai qu'il est reproché en disant il faut qu'il y ait toujours l'accord des parents. Mais ça, c'est la loi. L'autorité parentale, on ne peut pas la contester, en tout cas telle qu'elle existe actuellement. En revanche, elle peut être contestée, justement, s'il y a une attitude... alors là, ce ne sera pas forcément... Enfin, si, ça peut être une thérapie de conversion, une attitude transphobe de la part des parents qui impose, en effet, par exemple, des traitements ou un suivi psychologique pour faire rentrer dans le rang
des enfants trans, là, la loi pourrait être invoquée, et là aussi, l'autorité parentale peut être à révoquer. Donc, il y a toujours des solutions. Je reconnais que c'est pas toujours facile, et que ça peut être très compliqué, mais dans des cas extrêmes, ça peut très bien être mené, en fait, sans souci. En tout cas, c'est une bonne idée de saisir la CRIPF pour certaines situations compliquées. Ça peut aussi être un moyen. C'est vrai que j'ai entendu sur certaines thérapies de conversion des difficultés parfois lorsqu'il s'agit d'organismes chrétiens qui se donnent un peu des couleurs d'accueil bienveillant, etc., et qui derrière, en fait, sont beaucoup moins bienveillants que ça. Voilà. Oui, essayer de remettre aussi dans le droit chemin. Voilà, en disant, en fait, ils ont fait une erreur de parcours, mais on va les aider à revenir dans le droit chemin. Bon, en tout cas, sinon, merci beaucoup. J'espère que j'ai pu apporter un petit peu de choses. Merci à toi, merci de votre Béatrice. attention. Une bonne journée.